Alors le troisième personnage dont je veux vous parler, c'est un personnage assez haut en couleur, c'est le prince Jacques de Bourbon, qui portait lui aussi le titre de duc de Madrid. Il est le fils du prince Charles dont je viens de vous parler, et il est né en 1870, il est né en Suisse où ses parents étaient exilés. C'est un personnage très étonnant, très inattendu, car comme son grand-père, la couronne de France et celle d'Espagne vont lui peser très lourd, trop lourd. Il est pourtant magnifiquement élevé. Il est élevé d'abord chez les jésuites, bien entendu. Dans cette famille, on est élevé par les jésuites. À la fois en France, au bout de la rue de Vaugirard, à cette époque, car les légitimistes, il faut le dire, pouvaient vivre à Paris librement dans ces années 1880. Il passe aussi au collège en Angleterre et finalement son père va l'inscrire à l'académie militaire de Wiener Neustadt, en Autriche, où il va faire ses armes. Il devient un brillant officier de cavalerie et il espère à la fin de son temps d'école être engagé dans l'armée autrichienne. Mais l'empereur François-Joseph ne souhaite pas avoir de difficultés diplomatiques avec la France ni avec l'Espagne, et donc il lui dit « allez donc voir ailleurs pour vous engager ». Et le prince Jacques finit par être engagé dans l'armée russe par le tsar, et le tsar fait de lui un officier des hussards dans la garde impériale, ce qui est un régime. Il y a des régiments de hussards extrêmement prestigieux à cette époque-là, et c'est une vie totalement inattendue qui attend le prince Jacques, puisque dans ces années-là, le début du XXe siècle, des guerres extrêmement importantes vont être menées par la Russie. Première guerre, c'est le corps expéditionnaire auquel participe la Russie, qui est envoyé à Pékin pour dégager les Européens qui se trouvent enfermés dans la concession internationale dans la capitale chinoise et qui sont assiégés par les boxers, ces Chinois ultranationalistes. Ce que je viens de dire, vous vous en rendez compte, vous rappelle quelque chose, et oui, Charlton Heston, les 55 jours de Pékin. Donc, Jacques de Bourbon, jeune lieutenant de hussards, participe aux 55 jours de Pékin. Il y participe, et ce n'est pas une promenade militaire, c'est une guerre affreuse. Les Chinois ne font aucun quartier, les Chinois mutilent les blessés. Bon, je ne fais pas de dessin. Ce sera un épisode très difficile dans la vie de Jacques de Bourbon. Il en sort avec les honneurs, il reçoit des décorations russes, et même les Russes suggèrent à la France de lui remettre la Légion d'honneur, puisqu'au fond il a dégagé aussi des Français à Pékin. Puis, une guerre enchaînant l'autre, les Russes se trouvent au début du XXe siècle, du XXe siècle, dans les premières années, en guerre contre le Japon. Guerre russo-japonaise, qui va être la première guerre où de très nombreux armements très modernes vont être employés, la mitrailleuse en particulier, et Jacques de Bourbon se trouve avec ses hussards engagés dans cette guerre, extrêmement cruelle aussi, où les Japonais ne sont pas plus aimables que les Chinois. Il en sort capitaine, très valeureux, il reçoit de nouvelles décorations du tsar, et c'est donc un héros militaire russe qui, en 1909, à la mort de son père, devient le prétendant à la fois à la couronne d'Espagne au nom du carlisme et à la couronne de France au nom du légitimisme. Un peu comme son grand-père, ces deux couronnes lui pèsent beaucoup et il préfère de loin vivre une vie de liberté. Il a hérité le château de Frosdorf, et il vit d'abord à Frosdorf une vie de chasse, de cousinage avec ses cousins. Il y a autour de lui tous ceux que les révolutions de 1848 ont privés de leurs États, les Est-Modènes, les Autriches-Toscanes, les Autriches-Est, les Bourbons-Parme. Tout ce monde vit en Autriche dans un périmètre de 20 km avec des châteaux et se rend visite, s'entremarie. Il essaye d'épouser la fille du roi de Bavière, mais la reine régente d'Espagne, Marie-Christine d'Autriche, empêche le mariage car il gênerait beaucoup la cour de Madrid. Ça les gênerait beaucoup qu'un prince en exil carliste épouse la fille du roi régnant de Bavière.
Jacques, qui était amoureux de cette princesse, va en concevoir un grand désespoir et va décider au fond qu'il ne se mariera pas. Il préfère dès lors mener une vie d'officier de garnison. Bon, vous imaginez les plaisirs d'une vie de garnison. Et ça lui va très très bien. Il aime jouer, il aime les jolies filles, pas difficile, et voilà son menu. Alors à ce moment-là, éclate la guerre de 14, et donc lui se trouve dans une situation impossible. Il est à la fois espagnol et français. Les Autrichiens, en Autriche, il est à Frosdorf, et le nationalisme autrichien pan-allemand s'oppose à sa présence en Autriche, et il finit par être prié de quitter l'Autriche accompagné d'un commissaire de police et de quelques soldats autrichiens, et on le raccompagne à la frontière suisse, où il va se réfugier chez sa tante, la duchesse de Parme. C'est une vie donc d'exil qu'il va vivre à partir de ce moment-là plus encore. La fin de la guerre de 14 provoque l'effondrement de l'Empire autrichien, et donc tous les cousins qui vivaient autour de lui en Autriche se sont enfuis. Les Autrichiens sont partis, les Bourbons-Parme sont en Suisse, ils vont être obligés de vendre le château de Chambord, puisque le château de Chambord, on les force à le vendre, puisqu'ils ont tenu les armes contre la France, pour certains d'entre eux en tout cas. Enfin, c'est une époque terriblement bousculée. Il rapatrie ses trésors de Frosdorf jusqu'en France, où ils sont à la gare de Bercy, en quelque sorte, en l'attente d'un sort. Et c'est un homme brisé qui va maintenant vivre jusque dans les années 1931. Il vit le plus souvent, il a un pied-à-terre à Paris, avenue Hoche, décoré d'ailleurs de très beaux objets, des portraits de Natier, des souvenirs de Louis XV, et il a aussi une villa sur la Côte d'Azur, où il passe beaucoup de bon temps. Il va sur la promenade des Anglais ou sur la Croisette à Cannes. Il fréquente les salles de jeu et d'autres endroits. Il reçoit tous les journalistes qui veulent le recevoir. Un jour, des journalistes espagnols viennent le voir. Alors, il les reçoit dans sa villa, donc de la Côte d'Azur, et il les reçoit très poliment, et puis il les raccompagne après leur avoir donné de bonnes paroles. Et il y a un témoin qui est là, et il lui montre son potager, il lui dit « Regarde-moi ces poireaux et ces concombres, ils sont pas beaux, et on voudrait que j'aille faire le roi à la place de ce pauvre Alphonse XIII !» Voilà le personnage de Jacques de Bourbon, très vaillant soldat, mais piètre candidat à la couronne de France et d'Espagne. Il paraît qu'il avait sur le bras un tatouage avec un coq. Et il disait à ses visiteurs, peut-être à ses visiteuses, « Quand le coq chantera, Jacques, mon Jaime, régnera ». Voilà, et il meurt en 1931 sans fils. C'est donc son oncle qui va lui succéder dans ses droits.